Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission avec Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, qui déclarait le 7 mars 2024 « La Chine est une force pour la paix, la stabilité et le progrès dans le monde ». Et en même temps, il y a cette autre image d'un Xi Jinping affichant la puissance militaire de son pays avec un budget défense de la Chine qui la place certes encore loin derrière les États-Unis, mais devant la Russie, le Japon ou la France. La Chine qui annexe illégalement des territoires en mer de Chine du Sud, menace Taïwan, mène des guerres hybrides, voire aide discrètement l'allié Poutine dans sa guerre d'invasion de l'Ukraine. Alors on a eu envie de revisiter l'histoire de l'Empire du Milieu pour comprendre les guerres que la Chine a subies, celles qu'elle a menées, qu'elle mène encore, voire qu'elle mènera demain. Sortons nos cartes. Et comparons tout d'abord les frontières de la Chine en 2025 à celles de l'époque de la dynastie des Han, un âge d'or qui s'ouvre 2 siècles avant notre ère pour se terminer en l'an 220. Pendant ces 2 millénaires, les frontières de la Chine n'ont cessé de bouger au gré des conquêtes et des invasions étrangères. Remontons au début du XIIIe siècle. Les troupes de l'empereur Gengis Khan et de ses successeurs envahissent le territoire de l'empire Jin jusqu'à la mer du Japon. Les Mongols vont ensuite descendre vers le sud et conquérir l'empire Song, de la mer de Chine orientale aux rives de l'actuel Vietnam. 1368, les Mongols sont boutés hors de Chine par des centaines de milliers de combattants de l'armée des Ming venus du sud. Ces soldats s'emparent du Yunnan, puis poursuivent vers la Nam et la Mandchourie. Au XVe siècle, la dynastie Han des Ming, avec sa capitale à Pékin, connaît son apogée. La Chine est une grande puissance mondiale qui commerce via les routes de la soie avec les royaumes indiens, avec l'Empire ottoman et le sultanat mamelouk du Caire. Au milieu du XVIIe, les Ming sont renversés à leur tour par une autre dynastie venue du nord, les Qing des Mandchous. Au XVIIIe, cette dynastie Qing va porter l'Empire chinois à sa plus grande expansion territoriale. Entre 1735 et 1796, l'empereur et général Qianlong mène 10 campagnes militaires pour soumettre brutalement les peuples de la périphérie. Au nord, en Dzungari et en Mongolie, à l'ouest, au Tibet et au Xinjiang, et au sud, au Yunnan. Avec 12 millions de kilomètres carrés, la Chine n'a jamais été aussi vaste et elle est alors plus étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui, comme on le voit sur cette carte. Au XIXe pourtant, la Chine impériale va rentrer dans une période de repli. Entre 1839 et 1860, 2 guerres de l'opium l'opposent à la Grande-Bretagne et à son allié la France. Battue militairement par des armées plus modernes, la Chine perd Hong Kong, cède de nombreux territoires et signe une série de traités commerciaux désavantageux avec les Européens. Dans la première moitié du XXe siècle, le territoire chinois se fracture, avec d'abord 2 guerres civiles entre nationalistes et communistes, puis une invasion japonaise en Mandchourie et une guerre qui fera des millions de morts. L'année 1949 marque un tournant. L'armée rouge, dirigée par Mao Tse-tung, défait les troupes du chef nationaliste Chiang Kai-shek qui se replie sur l'île de Taïwan. Les soldats victorieux de Mao partent alors à la reconquête des territoires perdus de l'Empire. Aux marges occidentales, l'armée populaire de libération, soutenue par l'Union soviétique de Staline, s'empare rapidement du Xinjiang, majoritairement peuplé de Ouïghours et de Kazakhs musulmans. Le régime communiste va mettre en place une occupation par des paysans soldats venus des régions peuplées de Han, majoritaires à l'est du pays. La reprise en main du Tibet bouddhiste sera plus difficile. Le 2 novembre 1949, les autorités de Lhasa déclarent l'indépendance, que Mao refuse. En 1951, le Tibet est intégré par la force armée à la Chine. La résistance populaire des Tibétains va pourtant continuer jusqu'en 1959, lorsque les chars chinois répriment le soulèvement des habitants de Lhasa. Le Dalai Lama, chef spirituel et temporel des Tibétains, s'enfuit vers l'Inde où il vit toujours aujourd'hui en exil. Pour s'imposer dans le jeu des puissances mondiales, la République populaire de Chine va par ailleurs s'engager militairement hors de son territoire.
À partir de 1950, en Corée, Mao envoie, à la demande de Staline, des centaines de milliers de soldats au front pour aider le chef communiste Kim Il-sung à attaquer les forces américaines et sud-coréennes. Les pertes chinoises sont massives, le propre fils de Mao est tué au combat. À partir de 1954, au Vietnam, il s'agira pour la Chine de s'opposer aux puissances occidentales, la France coloniale puis les États-Unis, et de soutenir la lutte pour l'indépendance des communistes du Nord par l'envoi d'armes et de conseillers militaires. 1962, c'est la guerre menée par la Chine en Inde d'une toute autre nature. Le régime de Pékin entend défier l'Inde, sa grande rivale en Asie, dans 2 régions frontalières disputées, l'Aksai Chin, au Cachemire, et la région de l'Arunachal Pradesh, 1000 km plus à l'est. La victoire éclair de la Chine, suivie de l'occupation de l'Aksai Chin, sont une humiliation pour Nehru, le Premier ministre indien, et le début d'un conflit toujours d'actualité. Dernier affrontement géopolitique, celui qui oppose la Chine à l'Union soviétique, car Mao condamne la ligne politique des successeurs de Staline. En 1969, cet affrontement se matérialise sur l'île fluviale Zhenbao, à la frontière extrême orientale entre les 2 pays, lorsque les troupes chinoises attaquent les gardes-frontières russes pour récupérer le territoire. En 1979, le conflit prend la forme d'une expédition punitive chinoise au Vietnam, coupable pour la Chine d'être alliée de l'URSS et d'avoir renversé les Khmers rouges au Cambodge. Ce sera un échec militaire et politique cuisant pour Deng Xiaoping, le nouveau numéro 1 chinois. 10 ans plus tard, en juin 1989, le régime va utiliser les chars de l'Armée populaire de libération à Pékin pour écraser les étudiants contestataires place Tiananmen. On l'aura compris, l'histoire de la Chine est semée de campagnes militaires proches et lointaines. Aujourd'hui, en dépit d'un discours officiel vantant la paix, Xi Jinping mène lui aussi une politique de puissance militaire régionale et même mondiale. Le numéro 1 chinois a l'ambition de mettre fin à l'hégémonie américaine et il conduit une politique territoriale agressive dans son voisinage immédiat. Voyons comment. Pékin considère la mer de Chine méridionale comme sa zone d'influence non négociable et y mène contre ses voisins une forme de guerre de basse intensité. La République populaire revendique en effet des territoires compris dans une ligne à 10 traits qui déborde largement sur les zones économiques exclusives de Taïwan, du Vietnam, des Philippines, de Brunei et de la Malaisie. Après avoir annexé l'archipel des Paracels, un territoire également revendiqué par le Vietnam, la Chine a aujourd'hui recours à sa puissante flotte de garde-côtes pour s'emparer d'îlots dans l'archipel des Spratleys au détriment des Philippines. Malgré une décision de la justice internationale favorable à Manille en 2016, la Chine construit des installations militaires et arraisonne régulièrement des navires philippins. Plus au nord, en mer de Chine orientale, voici les îles Senkaku, objet d'un contentieux territorial ancien avec le Japon. Des îles qui sont aujourd'hui étroitement surveillées par ces mêmes garde-côtes chinois, véritable force militaire qui ne dit pas son nom. Une manière pour le régime chinois de montrer ses muscles face aux plus fidèles alliés des États-Unis dans le Pacifique. L'autre sujet de discorde avec Washington, c'est l'île de Taïwan. Xi Jinping considère l'île démocratique comme une province séparatiste qui doit retourner dans le giron de la Chine, et tant pis pour le principe du statu quo, ni annexion, ni indépendance. Entre 2022 et 2024, l'aviation chinoise pratique des incursions quasi quotidiennes dans l'espace aérien taïwanais, tandis que la marine chinoise s'exerce à la limite des eaux territoriales et même parfois au-delà pour montrer sa capacité à encercler l'île. Cette guerre psychologique pour intimider l'adversaire ne semble toutefois pas porter ses fruits, puisqu'en 2024, les Taïwanais ont à nouveau élu un président hostile à tout rapprochement avec Pékin, Lai Ching-te. Hors de sa zone d'influence, la Chine se donne par ailleurs les moyens de devenir une puissance militaire mondiale de premier plan. Avec plus de 2 millions de soldats, l'armée chinoise est la plus importante au monde en effectif, devant l'Inde et les États-Unis. Son budget militaire est en hausse constante, mais il reste toutefois très loin derrière celui des États-Unis,
près de 40% des dépenses militaires mondiales à eux seuls. Les bases militaires américaines et les nombreux accords de défense dans le Pacifique sont perçus par Pékin comme une menace. Enfin, la Chine de Xi Jinping a recours à des formes de guerre sans bataille. Envoi de ballons espions au-dessus du territoire américain, opérations de désinformation sur les réseaux sociaux, cyberattaques, possible sabotage de câbles sous-marins en mer Baltique au profit de la Russie, toute la panoplie de ce que l'on appelle la guerre hybride. Voilà pour les guerres de la Chine. Enfin, les liens d'amitié sans cesse mis en scène entre Xi Jinping et Poutine interrogent sur la nature de l'aide que Pékin apporte à Moscou sur le champ de bataille ukrainien. La Chine nie farouchement fournir des armes à la Russie pour qu'elle les utilise contre l'Ukraine. Mais selon l'ancien secrétaire d'État américain Anthony Blinken, interrogé en juin 2024 par la BBC, la Chine fournirait malgré tout des composants essentiels. Environ 70% des machines-outils et 90% des produits microélectroniques importés par la Russie proviendraient de la Chine. Et c'est avec elle que nous avons préparé cette émission. La spécialiste de l'Asie Valérie Niquet publie chez Talendier La Chine en 100 questions. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.